La chute de Mike Waltz. Il faut tout de suite dire quelques mots et en voyant ces images, Mike Waltz donc qui est remplacé, j'ai le plaisir d'annoncer la nomination de Mike Waltz au poste d'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Changement d'affectation et on a déjà l'intérimaire. Entre-temps, le secrétaire d'État Marco Rubio assurera les fonctions de conseiller à la sécurité nationale tout en poursuivant son leadership fort au sein du département d'État. Est-ce que c'est un placard? Oui, les Nations Unies, un petit placard. Alors, dans mon esprit, non. Dans celui de Donald Trump, assurément, je vous mets au défi de me citer la dernière fois, juste une fois même, où Donald Trump ait parlé des Nations Unies en termes laudatoires, ou ait même mentionné les Nations Unies, alors qu'il est quand même en train de gérer pas mal de dossiers à l'international, l'Iran, l'Ukraine et le Proche-Orient. C'est exactement le genre de vague que Donald Trump II voulait éviter. Ça rappelez-vous, les déboires du premier mandat, les conseillers de la sécurité nationale qui valsaient. Il en a eu 7. 4. 7 au total. Alors, il a eu secrétaire à la Défense, 7, mais conseiller de la sécurité nationale, il en a eu 4. Il y a eu la valse des directeurs de cabinet, McMaster, les uns les autres, rappelez-vous, secrétaire à la santé, pareillement. Donc, c'est pour ça qu'il a attendu 100 jours, et puis c'est pour ça qu'il y a aussi cette espèce de limogeage avec un rebond qui lui permet d'atterrir aux Nations Unies. Regardez cette image, c'est la dernière image de Mike Waltz en tant que conseiller à la sécurité nationale. Il est là en route pour la Maison Blanche pour aller, je ne sais pas si on dit ça comme ça, remettre sa démission, Sylvie Bermann. Oui, en tout cas, c'est le poste le plus important. Ça l'est beaucoup plus que celui de secrétaire d'État aux Affaires étrangères, celui qu'il a incarné pendant des années, qui a défini la politique et qui avait une influence sur tous les présidents. C'était Henry Kissinger. Donc effectivement, son limogeage a des conséquences. Cela étant, depuis le début du mandat de Trump, on entend peu parler de lui. Il est beaucoup moins présent que ne l'est en réalité Marco Rubio ou Witkoff. L'importance de ce poste, il est le conseiller, c'est l'homme qui conseille le président des États-Unis, qui coordonne les principales décisions, les décisions les plus stratégiques, que ce soit en politique étrangère, en sécurité de l'État, en défense, en sécurité nationale en général. Son lieu de travail est dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, tout près du bureau ovale. En fait, c'est un poste très important, effectivement. Vous savez, si je voulais rigoler un peu, je crois quand même que le pape François mérite la béatification. Parce qu'il y a les miracles qui se passent. Il y a déjà Trump qui a changé de tonalité tout de suite quand il a rencontré Zelensky au Vatican. Maintenant, il limoge Vance. Tiens. Bon, Vance est toujours là. Il ne peut pas le limoger. Il peut pas le limoger puisqu'il est vice-président. Mais c'est vrai. Waltz était de ceux qui avaient la dent la plus dure contre les Ukrainiens et en particulier était obsédé par la corruption en Ukraine. On en a parlé récemment. Oui, alors je tempérerai un petit peu. Il a la dent dure contre la Russie. C'est lui qui poussait pour que les sanctions soient plus dures, pour que le patron soit plus dur dans ses déclarations à l'endroit de la Russie. Et finalement, il n'avait pas l'oreille de Donald Trump. Madame l'ambassadeur l'a très bien dit, c'était davantage Witkoff ou d'autres qui avaient le dernier mot. Concrètement, le conseiller à la sécurité nationale, après, vous avez donné la définition du poste, son importance évolue selon le personnage qui occupe le bureau ovale et selon l'administration. Mais de manière très concrète, c'est une personne, quand le président dit « Bon, qu'est-ce que vous me proposez sur la Russie ou sur la Chine ?» Eh bien, le conseiller à la sécurité nationale, il met 3-4 options sur la table et éventuellement, il exprime une préférence. Oui. Moi, ce que je trouve très intéressant là, c'est que Donald Trump est sensible au coup de boutoir. On le disait, il a toutes les cartes en main, il a la Cour suprême, il a le Congrès, il a tout ça. Il s'en fout complètement des scandales de Signal, etc. Et en fait, il s'en fiche pas du tout. Et moi, je voyais partir avec le premier, plutôt que Valls. Je pense parce que Valls, c'est pas totalement un idiot sur le plan intellectuel. Voilà. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Trump a cédé à la pression. Et donc, ça prouve que cet homme-là, a besoin également écoute de temps en temps la pression de l'opinion publique et ne peut pas résister à un certain nombre de mouvements tectoniques. Et là, il y a des choses qu'il n'a pas anticipées et qu'il a subies. Et il est possible aussi que Trump II ressemble davantage que je ne le pensais à Trump I,
qui était encore une fois marqué par cette espèce d'impression de quart d'heure amateur, d'improvisation avec des gens qui valsaient, qui sortaient de leur poste. Le premier conseiller à la sécurité nationale, le général McFlynn, lors du premier mandat de Donald Trump, il dure 24 jours, je crois. Donc, à peine 3 semaines. Il avait menti au vice-président Mike Pence sur des conversations qu'il entretenait avec l'ambassadeur russe à Washington. Donc, là, ce qu'il faut aussi dire de Mike Waltz, c'est que c'est quand même quelqu'un du sérail. C'est-à-dire qu'il est en train de faire sortir, quoi que vous pensiez de lui idéologiquement, une personne qui connaît le Congrès, une personne qui connaît les rouages de la politique washingtonienne. Il fait également sortir ce qu'on appelle en anglais son deputy, donc son numéro 2, Monsieur Wong. Et tous les deux sont considérés comme étant des faucons. Et Wong particulièrement sur la Chine, un dossier qu'il connaît très très bien. Et également, j'en termine par là, sur le dossier, attention celui-là qui va prendre de l'importance, nord-coréen. Il avait commis une gaffe du siècle, peut-être la gaffe du siècle, il y a quelques-unes des gaffes du siècle, mais en tout cas celle-là était vraiment d'importance, c'est la création de ce groupe Signal, dans laquelle il a convié un journaliste qui, rappelez-vous, s'est découvert au milieu des décisions les plus importantes. Alors ça pour vous, ancien espion, mais je rigole. Mais quelle bande d'abrutis et d'incompétents. Rappelons bien les faits avant de critiquer. Regardez bien les faits, parce que la critique, il n'y a pas de problème, vous pourrez la faire. C'est ce groupe Signal donc avait créé le conseiller à la sécurité nationale, un échange qui résume un petit peu le ton de ces discussions, où ils entrent vraiment dans le détail des opérations. À l'époque, c'était les bombardements des Houthis. Et c'est le dialogue entre deux des hommes les plus puissants de la Terre, que sont J.D. Vance, le vice-président, et Mike Waltz. J.D. Vance, je vais faire une prière pour la victoire. C'est tout à fait dans le ton de J.D. Vance. Et Mike Waltz commence à entrer dans le détail de ce qu'ils sont en train de faire. Le bâtiment s'est effondré. Nous avons eu plusieurs identifications positives. Pete, Corilla. Là, ici, il se trompe, il veut écrire Heidi. Un travail formidable. Quoi ? Je tape trop vite. La première cible, le responsable des missiles, elle a été identifiée comme telle et nous l'avons vu entrer dans l'immeuble de sa petite amie qui s'est effondrée. Vance, excellent. On a un journaliste on est là dans le degré de secret le plus absolu, qui découvre ce qui est en train de se passer, ce que l'armée américaine est en train de faire. Oui, c'est absolument extraordinaire. Alors la messagerie Signal, c'est une messagerie qui est cryptée, mais qui n'est pas d'un degré non plus de confidentialité extraordinaire. C'est les messageries avec lesquelles on échange quand on veut faire échanger des documents comme ça au niveau institutionnel. Mais on n'a absolument pas le droit de faire ça. Et en plus, y inclure un journaliste, ça c'est merveilleux. Mais rappelons-nous quand même que Hillary Clinton utilisait ses mails perso et non pas la messagerie d'État sécurisée pour envoyer aussi des choses confidentielles. Je crois que tout le monde a balayé devant sa porte, mais là c'est la faute absolue. Et c'est lui qui a payé, alors que c'est pas le plus idiot de la bande. Ça c'est très important, parce qu'en fait c'est ça. C'est dans le rang des républicains qu'on le reprochait. Ça veut dire que ça commençait à bouger en disant, mais écoutez, vous vous souvenez en 2016, qu'est-ce que vous avez raconté sur Hillary Clinton? Vous l'avez menacé de la mettre en prison. Vous l'avez menacé de la haute trahison par rapport à ça. Et donc là, ils ont fait 10 fois plus, parce que elle, c'est juste sa messagerie, tandis que là, c'est vraiment la question de sécurité nationale, avec une frappe, avec le ciblage des avions qui partaient. Non. Et donc, en fait, la plus virulente critique, c'était dans le camp des Républicains. Mais jusqu'au moment, ils se sont tus. Non, Hillary Clinton, elle a envoyé des mails à John Podesta, qui était, des collègues. Il n'y avait pas de secret, de plan de guerre, de plan de frappe, etc. Il n'y a rien qui va dans l'histoire de Signal. C'est extrêmement choquant. D'abord, c'est un détail qui n'en est pas un. Tous ces personnages, et vous avez raison, Darius, sont parmi les plus puissants du monde. Ils ont chez eux, donc dans leur résidence privée, dans leur véhicule et dans leur bureau, un moyen de communication crypté, chiffré, qui est sans doute le meilleur au monde, entièrement financé par la recherche, financé par le contribuable américain à hauteur de centaines de millions de dollars. Demandons l'avis du spécialiste. Est-ce qu'il y a vraiment des moyens de communication, parenthèse, entièrement secrets, dont on est sûr que personne ne peut vous écouter? C'est quoi? C'est ne rien communiquer. C'est le moyen le plus sûr. Alors les Américains, ils ont... Non, mais il y a les moyens techniquement, pardon Nicolas, techniquement, il y en a. Mais le moyen le plus sûr, c'est ce que
peut-être Madame l'ambassadrice a utilisé dans son travail, parce qu'en fait, quand il y a des chambres qui sont protégées dans les ambassades, et dans les chambres, chez nous, en fait, en Russie, on a aussi les casques de cosmonautes, dans lesquels, en fait, 2 personnes mettent un casque qui est relié directement par un tube. Et donc, en fait, c'est impossible de Oui. de voir. Ce sont effectivement des cages de Faraday, donc les ondes ne passent pas. Cela dit, d'expérience, ces moyens cryptés, en dehors de la cage de Faraday où on échange, ne marchent pas toujours très facilement. Non. C'est la raison pour laquelle tous les chefs d'État utilisent leur iPhone ou n'importe quel smartphone et pas du tout ces moyens. Oui. Quand vous étiez ambassadrice à Moscou, vous étiez écoutée? J'avais un téléphone, bien sûr. Oui. Non, mais justement, on avait cette chambre sourde, qui est donc une cage de Faraday, où là, on avait toutes les réunions pour parler de choses confidentielles. On allait chez les Américains, chez les Britanniques, chez les Allemands de la même manière. Et on a un téléphone qui était un téléphone crypté, mais qui était beaucoup moins commode, effectivement, que Alors, moi, j'avais ce téléphone crypté à Berlin, et effectivement, le jour où on a voulu me dire quelque chose par ce téléphone crypté, c'est jamais passé, donc je n'ai jamais su. Et j'ai même demandé, mais vous pouvez pas m'envoyer un télégramme confidentiel défense? On m'a dit non, ça n'est pas suffisamment classifié, on n'a pas voulu, et donc ce jour-là, c'était le chef de cabinet du ministre, et bien je n'ai jamais su ce qu'il voulait me dire, mais tant pis, je ne peux pas te dire ça au téléphone, c'est absolument impossible. Et effectivement, la messagerie cryptée est compliquée à utiliser et fonctionne pas très bien. Absolument. Et Donald Trump passait son temps à appeler l'ambassadeur américain le week-end sur son téléphone personnel. Et alors pour le détail, parce que Donald Trump a accordé un entretien au journaliste The Atlantic, donc qui a été accidentellement inclus sur le chat Signal. Et dans l'article, le journaliste raconte qu'à 1h38 du matin, il reçoit un coup de fil accidentel de Donald Trump qui avait son numéro dans son portable, qui sortait un match d'Ultimate Fighting à Miami et qui accidentellement l'appelle et donc l'entretien commence comme ça et le journaliste suggère que ce serait quand même mieux de faire ça dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Donc ils ont un rapport effectivement à la téléphonie et à la sécurité qui est, on va dire, très étroit.